Eh bien bonjour, donc aujourd'hui on va s'attaquer à une autre partie encore de la sémiologie neurologique, de la physiologie, de la physiopathologie, on fait un petit peu d'anatomie aussi. C'est, on va traiter dans les grandes lignes de l'épilepsie. Alors, le concept d'épilepsie est à définir, hein. Et c'est vrai que quand on pose la question comme ça, alors j'allais dire aux gens dans la rue, mais ne le faites pas, hein, n'allez pas demander aux gens dans la rue qu'est-ce que vous pensez de l'épilepsie, mais lorsqu'on parle comme ça, on a souvent les mêmes mots qui reviennent. Ces mots-là, je les ai remis un petit peu ici pour vous fixer les idées. Il y a cette notion de crise d'épilepsie bien sûr, cette notion de convulsion aussi qui revient très souvent, de perte de connaissance, de maladie brutale. Il y a des choses qui arrivent brutalement. Effectivement, la crise arrive relativement brutalement. Des notions de malaise, de morsure de langue, de perte d'urine. Tous ces éléments-là, on va les retrouver effectivement dans la sémiologie de la crise d'épilepsie et de l'épilepsie. Et également souvent, on entend parler de troubles psychiatriques. Alors c'est vrai que ça fait partie des éléments que l'on doit tout à fait baliser pour ne pas laisser cette croyance rester présente. L'épilepsie n'est pas un trouble psychiatrique. Ça peut apporter des troubles psychiatriques, mais ça n'en est pas un. Il faut donc continuer de lutter contre ce préjugé qui a la dent dure et puis on va essayer de comprendre pourquoi. Alors on retrouve dans les documents anciens, notamment dans la Charaka Samhita, qui est la description la plus ancienne de médecine indienne, enfin de médecine tout court, mais c'est une médecine indienne, ayurvédique. Dans ce traité de médecine, on va retrouver l'épilepsie sous le terme de apasmara, qui signifie perte de connaissance. Donc on voit d'emblée cette notion importante en épileptologie de perte de connaissance et qui provoque du handicap, hein, évidemment, lorsque on peut s'imaginer facilement que lorsqu'on fait une crise, que l'on perd connaissance et que ça peut survenir à peu près n'importe quand, il y a une forme de handicap qui s'installe. Dans la Charaka Samhita, on retrouve aussi, pour ça que c'est un document qui est très intéressant, des références sur l'ensemble des symptômes qui ont pu être décrits à l'époque, sur les causes, sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement. Ça, c'est un extrait de ce document-là, donc que je vous demande de retenir par cœur, évidemment. Surtout si vous arrivez à lire le sanskrit ancien. Mais non, c'est pas vrai, hein, c'est une mauvaise blague. On a un autre document ancien qui traite d'épilepsie, c'est une tablette babylonienne, donc de mésopotamienne, qui date de 2000 ans en gros avant Jésus-Christ, et ça fait partie d'un manuel de médecine babylonien. Et dans cette région du monde à cette époque-là, on avait un caractère surnaturel qui était greffé à l'épilepsie, avec chaque type de crise associé à un esprit, à un dieu malfaisant. Euh, cette cette notion de caractère surnaturel va persister pendant des siècles et des siècles, jusqu'aux choses un petit peu plus proches de nous, au Moyen Âge européen ou autre, où on va retrouver toujours cette notion de trouble d'envoûtement en réalité. Alors le traitement babylonien relevait principalement du domaine spirituel du coup, puisque c'était un esprit qui avait envahi le malade. Autre chose assez intéressante que l'on retrouve dans les termes babyloniens, c'est ce mot-là, de Selenia-Zetaï. On ne sait pas comment ça se prononce exactement, mais c'est un mot qui est souvent utilisé pour décrire les épileptiques. Et à l'époque, on les croyait affectés par les phases de la lune. Un petit peu plus tard, dans la culture gréco-romaine, on va retrouver la déesse Sélène, qui est la déesse de la lune,
Et encore plus tard, on va avoir le mot lunatique qui va apparaître. Lunatique, donc vous savez, c'est euh, ce trait de caractère, on va dire, qui est très changeant, relativement brutalement, sur l'état émotionnel ou sur le comportement. Donc c'est assez drôle de voir que on retrouve dans ce mot lunatique quelque part, alors loin, loin, hein, puisqu'on est au quatrième, enfin au deuxième, troisième millénaire avant Jésus-Christ, on retrouve le terme de Séléniazetai chez les Babyloniens qui décrivait les épileptiques. Donc c'est assez intéressant de voir ça, ces épileptiques qui ont des changements brutaux dans leur état, puisque lorsqu'une crise survient, c'est, on va le voir, brutal. Plus proche de nous, on a dans la description d'Hippocrate de l'épilepsie une explication qui va être pour le coup reliée au cerveau, avec un dérèglement cérébral qui a été bien reconnu. Effectivement, il avait fait le lien entre les traumatisés crâniens, à l'époque il y en avait quand même plus qu'aujourd'hui, et les épileptiques. Il recommandait des traitements rapides et le plus efficaces parce que il pensait, et à juste titre, que si le mal devenait chronique, il était incurable. Donc il nous donne déjà une première description de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épilepsie résistante, en tout cas l'épilepsie pharmaco-résistante. Donc Hippocrate et la Charaka offraient une explication physiologique, physiopathologique, avec pour Hippocrate en tout cas la participation du cerveau là-dedans, mais l'idée de l'épilepsie comme dérèglement cérébral a finalement vraiment pris racine qu'à partir du 18 et 19e siècle après Jésus-Christ. Pendant 2000 ans, ont persisté les conceptions surnaturelles qui nous viennent de la médecine babylonienne. On ne sait pas pourquoi on a retenu plutôt celle-ci que la médecine grecque ou indienne à ce sujet, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et en Europe, notamment, depuis le Moyen-Âge, on a un patron des épileptiques, c'est le saint Valentin. Donc c'est aussi le patron des amoureux, puisqu'il pratiquait des mariages qui étaient non officiels, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il est devenu ensuite le Saint-Valentin des amoureux, mais également patron des épileptiques. Et là où il a vécu, là où il a officié, donc notamment à Rome et à Terni, sont devenus des lieux de pèlerinage pour les épileptiques pour tenter des guérisons miraculeuses. Et encore aujourd'hui, ça se fait des pèlerinages dans des lieux où Saint Valentin a été évêque. Au XIXe siècle, ce qui se passe, c'est qu'il y a une scissure qui se produit entre la neurologie et la psychologie, la psychiatrie, et on va commencer à faire la différence entre les deux types de maladies. Donc c'est un grand bouleversement dans l'histoire de la médecine du cerveau, et l'épilepsie va être prise là-dedans, et on va réussir à faire la différence entre des crises d'épilepsie et puis tout ce qui était d'ordre psychiatrique. En 1857, bon, il y a le premier médicament, là, le bromure qui sort, ça c'est juste pour de la culture générale, on va dire. Et puis la même année, en Angleterre, à Londres, va être ouvert un hôpital qui sera dédié aux paralysés et aux épileptiques. Donc on est sur déjà une conception neurologique de l'épilepsie, puisque on y met des patients atteints de paralysie, donc X ou Y, il y avait plein de raisons d'être paralysé à l'époque, il y en a encore plein aujourd'hui, hein, mais il y en avait d'autant plus à l'époque, qu'il y avait des maladies infectieuses comme la syphilis qui pouvaient provoquer des déficits, qui aujourd'hui est un petit peu plus anecdotique, en tout cas dans les formes très avancées neurologiques. Et puis dès cette époque-là, on prend en considération les aspects sociaux des épileptiques avec la création de ce qu'on appelle à l'époque les colonies, donc qui sont des lieux de vie,
de travail, etc., dans lesquels les épileptiques sont sécurisés et puis peuvent quand même participer à la société de cette façon. Aujourd'hui encore, on a ce genre d'établissement sous forme de foyer, sous forme de maison d'accueil, sous forme, par exemple, le foyer Albert Barbeau, hein, dans lequel il y a l'école de psychomotricité à Saint-Pierre, enfin à la Ravine des Cabris. Euh, donc c'est à Londres que va naître le concept d'épilepsie sous l'impulsion de ce personnage-là, Hugh Jackson. Donc vous voyez, en 1835-1911, on est vraiment à la fin du 19e siècle. Et en 1873, il émet une hypothèse assez géniale à l'époque, puisqu'il y a quand même plein de choses qui étaient pas connues, notamment le fait que le cerveau était une, un organe excitable, qui dit Jackson que les crises d'épilepsie seraient provoquées par des décharges électrochimiques brutales d'énergie dans le cerveau et que le caractère des crises était lié à l'emplacement et à la fonction du site des décharges. Alors c'est vrai que c'est assez exceptionnel quand on sait que la systématisation du cerveau en aire cérébrale n'était pas encore connue. On était encore, vous savez, hein, dans les suppositions qu'il pouvait y avoir des endroits spécialisés dans le cerveau, mais on n'en avait pas encore la certitude. L'excitabilité cérébrale n'était pas encore découverte, puisque c'est un petit peu après que David Ferrier, à Londres, encore une fois, découvre cette excitabilité électrique. Et on n'avait pas encore découvert l'électroencéphalogramme, puisque c'est encore bien des années plus tard, en 1920, que Hans Berger, le psychiatre allemand, met au point cette machine qui va enregistrer l'électricité au niveau du cerveau à travers la voûte crânienne. Cet électroencéphalogramme, c'est une avancée quand même très intéressante pour l'épileptologie, puisque ça a permis de localiser des sites de décharge épileptique qui provoquent les crises et par la suite développer tous les traitements neurochirurgicaux qui sont devenus les traitements les plus courants à partir des années 50 dans 3 endroits particuliers, Londres, Montréal et Paris, où s'est développée une école d'épileptologie de renommée mondiale à l'époque. Donc qu'est-ce que c'est qu'une crise d'épilepsie? Je vous mets cette diapositive qui montre une balance entre deux systèmes, le système inhibiteur et le système excitateur. C'est vrai que à l'état physiologique, dans le cerveau, il y a un équilibre entre les mécanismes qui ont tendance à exciter le cerveau et les mécanismes qui ont tendance à l'inhiber. Quand ça fonctionne normalement, il n'y a aucun déséquilibre et ça fonctionne parfaitement bien. Et dès qu'il y a un déséquilibre dans un sens ou dans l'autre, on va se retrouver en situation pathologique. Et lors d'une crise d'épilepsie, ce qui va passer, c'est que le système excitateur va prendre le dessus. Donc quand même un petit peu de biochimie sur le système inhibiteur. Le principal neurotransmetteur impliqué là-dedans, c'est, vous l'avez probablement déjà entendu parler, l'acide gamma-aminobutyrique, qu'on appelle plus couramment le GABA, plus facile à dire, qui tend à diminuer l'excitabilité des neurones. Donc vous voyez, quand on regarde un potentiel d'action, il y a un seuil de déclenchement. Le GABA a tendance à abaisser ce seuil, à le relever, pour que la stimulation initiale qui déclenche le potentiel d'action doit être plus forte pour le déclencher. On a développé pas mal de médicaments antiépileptiques qui renforcent ce système inhibiteur, notamment les benzodiazépines. Je suis désolé, je tousse, j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi d'avance, vous participez en direct à ma maladie. Le système excitateur, lui, il est représenté comme, par le neurotransmetteur principal excitateur qui est l'acide glutamatergique, le glutamate,
qui lui fait l'inverse, tend plutôt à augmenter l'excitabilité des neurones, toujours de la même façon, avec le seuil de déclenchement du potentiel d'action qui va être modifié. Et là aussi, on a utilisé des médicaments antiépileptiques pour essayer de moduler ce système excitateur pour empêcher qu'il prenne le dessus lors de la crise, puisque c'est effectivement ça qui se passe. Le système excitateur prend tout d'un coup le pas et le déséquilibre arrive, ce déséquilibre qui sera transitoire le temps de la crise, et le temps que le système inhibiteur réagisse et puisse rééquilibrer la chose. La définition de la crise d'épilepsie actuelle de l'ILAE, donc qui est la Ligue internationale contre l'épilepsie en anglais, International League Against Epilepsy, nous donne une définition qui est très proche de celle de Jackson, donc de plus de 100 ans auparavant, qui nous parlait de décharge électrochimique dans le cerveau. L'ILAE nous décrit une présence transitoire de signes et de symptômes due à une activité neuronale excessive ou synchrone anormale dans le cerveau. Donc c'est exactement le même concept. D'où un petit peu le génie de ce Dr Jackson qui a découvert, qui a imaginé tout ça alors qu'on n'en savait encore pas grand-chose. La suite est également extrêmement intéressante, et puisque c'est la définition de ce que c'est que l'épilepsie, parce qu'il faut faire une différence entre ce que c'est qu'une crise d'épilepsie et ce que c'est que d'être épileptique. Être épileptique, c'est souffrir d'une maladie qui s'appelle l'épilepsie évidemment, et qui est un trouble cérébral caractérisé par une prédisposition durable. Et c'est ça le mot important, c'est durable, à générer des crises épileptiques. Alors, pourquoi j'insiste sur ce mot durable, c'est parce que on peut faire une crise d'épilepsie une fois dans sa vie à la faveur d'un autre problème, un problème même neurologique parfois, un déséquilibre ionique dans le sang, une déshydratation sévère par exemple, ou une alcoolisation massive, ou une prise de toxique X ou Y. Bon, on peut avoir à un moment le système excitateur qui prend le dessus, mais sans que l'on soit épileptique. On le devient quand il y a une maladie qui rend cet état de crise possible permanent. Donc c'est ça le concept important de prédisposition durable à générer des crises épileptiques. Donc une crise d'épilepsie ne signifie pas que l'on est épileptique, et à contrario, on pourrait être épileptique sans même avoir fait de crise. Alors, on le dit pas, la dernière phrase là, nous dit bien que la définition de l'épilepsie requiert la survenue d'au moins une crise épileptique. Mais en soi, on pourrait avoir une lésion dans le cerveau, une hyperactivité neuronale, sans qu'il y ait eu de crise d'épilepsie, mais qu'on puisse dire attention, il risque d'y en avoir une, donc vous êtes épileptique avant même d'avoir fait votre première crise. Ceci dit, on le fait pas, dans la définition, on retient bien que il faut avoir fait au moins une crise d'épilepsie, mais c'est pour bien comprendre ce concept-là que je vous dis ça. Donc retenez ces deux définitions. La définition de la crise épileptique par l'activité neuronale excessive ou synchrone, anormale dans le cerveau, et puis le trouble cérébral caractérisé par une prédisposition durable à générer des crises épileptiques qui signe le diagnostic de maladie épileptique. La crise d'épilepsie a des caractéristiques qui sont qu'on retrouve à peu près qu'on retrouve pour toutes les crises. Il y a un début et une fin brutaux. C'est effectivement le cas. Une crise commence à un moment T et finit quelques secondes, quelques minutes après, de manière tout aussi brutale. Donc la durée est assez brève, quelques minutes maximum. Au-delà, on est dans autre chose. Quand la crise ne cède pas, on est dans ce qu'on appelle un état de mal épileptique, qui là n'est plus une crise, devient un état. Et qui est encore un autre concept dont on discutera un petit peu plus tard. Et puis après cette crise va arriver une phase post-critique, donc qui va durer un certain temps, pendant laquelle le cerveau va récupérer de la crise, parce que
lorsque le système excitateur prend le pas et qu'il y a une décharge comme ça électrique importante, il y a consommation d'énergie maximale et puis le cerveau va s'épuiser. Il va lui falloir un certain temps avant de reconstituer ses réserves en sucre, en glucose. Et ce temps-là définit la phase post-critique, alors qu'il peut être de forme et de durée très variable, qui peut être un coma de plusieurs dizaines de minutes, ou alors lorsqu'on a une crise qui n'a fait par exemple qu'intéresser le membre supérieur, un bras qui aurait fait des clonies, eh bien on peut avoir une paralysie de quelques dizaines de minutes, ou parfois 1 heure ou 2, avant de récupérer complètement. C'est dû à l'épuisement de la zone du cerveau qui a souffert de cette crise d'épilepsie et la nécessaire reconstitution de sa réserve énergétique. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme symptômes dans la crise ? Puisque là, vous avez commencé à comprendre qu'il y avait plusieurs types de crises possibles, selon l'endroit dans le cerveau où la crise a lieu. Il peut y avoir des endroits très focalisés, et c'est là où je mets quelques neurones, et on fait des crises partielles, donc avec une conscience qui est maintenue, et par exemple un bras qui bouge, ou des secousses sur une jambe, ou du visage, que sais-je, il peut y en avoir tout un tas selon la localisation du cerveau, mais pas que, ça peut être différent d'un symptôme moteur, parce que là je vous décris des crises motrices, mais on peut aussi tout à fait avoir une crise auditive, si on touche le cortex auditif, une crise visuelle, si on touche le cortex visuel, voire même dans les régions limbiques, des crises qui provoquent des sensations, des émotions, ou qui ravivent des souvenirs. On peut avoir tout un tas de symptômes comme ça qui dépendent de l'endroit où a lieu la crise d'épilepsie. En revanche, on oppose aux crises partielles les crises généralisées quand ça n'est pas un endroit du cerveau, quelques neurones, mais tous les neurones du cerveau qui se mettent à décharger de manière anormale. Là, c'est la crise que l'on connaît tous, la crise généralisée, la crise tonico-clonique généralisée. Il y a aussi une forme un petit peu intermédiaire, mais qui part d'un endroit du cerveau et qui finit par envahir le reste. Donc c'est là, quand je mets quelques neurones puis tous les neurones, ce sont les crises partielles secondairement généralisées, donc qui peuvent commencer par une sensation par exemple de déjà vu, déjà vécu, si la crise touche les endroits qui gèrent la mémoire, notamment l'hippocampe, dans cette symptomatologie-là. Et puis la crise partielle va s'enflammer, si je peux parler comme ça, et envahir le reste du cerveau pour faire une crise tonico-clonique généralisée derrière. Donc c'est comme ça que l'ILAE classe les différentes crises. Donc vous voyez, on a les crises généralisées d'un côté, les crises focales ou partielles de l'autre, et puis les crises de type inconnu, parce qu'on n'a pas encore bien compris ce que c'était, notamment les spasmes épileptiques du syndrome de West chez l'enfant. Vous devez connaître cette entité. Après, il y a du détail dans les crises généralisées. Donc la plus connue, c'est la tonico-clonique généralisée. Mais on a aussi les crises généralisées de type absence, où il y a une suspension de connaissance brève qui est très fréquente comme forme d'épilepsie chez l'enfant. Il y en a d'autres, des crises myocloniques, alors myoclono-atoniques, myoclono-tonique, etc. Ça, c'est pas très important. Retenez le concept de crise généralisée tonico-clonique, le concept de crise généralisée absence, et puis le concept de crise focale. C'est ça qui est important à retenir et à bien comprendre en fait. On se penche un petit peu sur la crise tonico-clonique généralisée. Alors celle-ci va avoir plusieurs phases, tonico-clonique, donc une phase tonique, une phase clonique, et puis comme toutes les crises, une phase post-critique, de durée variable en fonction du patient.
Donc lors de cette phase tonique, la première phase, il va y avoir une contraction musculaire en fait. C'est ça quand on parle de phase tonique, de contraction musculaire, mais de l'ensemble des muscles du corps. C'est tous les neurones du cerveau se mettre à décharger, enfin pas tous, mais en tout cas suffisamment nombreux pour envahir les cortex moteurs de manière bilatérale et provoquer de manière bilatérale, pardon, et provoquer une contraction de l'ensemble des muscles du corps. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une phase donc, de tonicité incroyable, hein, d'ailleurs. La force qui est développée à ce moment-là est surhumaine, entre guillemets. Et la survenue d'un cri. Alors le cri, c'est pas que la personne sent venir les choses, c'est déjà trop tard, elle a déjà même perdu connaissance, mais c'est que lors de cette contraction de tous les muscles du corps, il y a contraction du diaphragme, il y a contraction des cordes vocales, et lorsque le diaphragme se contracte, il expulse l'air par la bouche, et quand les cordes vocales sont fermées, contractées, ça fait un son, et ça fait donc le cri de la phase tonique. Donc perte de conscience qui est en même temps, contraction soutenue de l'ensemble de la musculature, apnée, puisqu'on ne peut pas respirer à ce moment-là, le diaphragme est contracté, donc ça mène à la cyanose, révulsion oculaire. À ce moment-là, il y a une consommation telle d'énergie qu'il y a des décharges adrénergiques pour essayer de maintenir un petit quelque chose au niveau des tensions artérielles, etc., qui va provoquer des troubles végétatifs importants, tachycardie, hypertension artérielle, hypersécrétion bronchique. La morsure de la langue va survenir à ce moment-là. Lorsqu'on contracte la langue, elle va avoir tendance à reculer dans la bouche et puis à s'élargir un petit peu et donc à passer entre les dents qui elles aussi seront contractées par la mâchoire. Donc on va avoir cette morsure latérale de la langue. Et puis après, cet état-là va céder par à-coup pour rentrer dans la phase clonique. C'est-à-dire que cette tonicité va céder de temps en temps, quelques secondes, et puis revenir. Et donc c'est ça qui va se passer lorsqu'on va voir apparaître les clonies. Une résolution de tonus intermittent qui réalise ces clonies qui sont bilatérales, du coup synchrones et intenses. Et puis une fois que toute l'énergie est consommée, on va dire ça comme ça, on va rentrer dans la phase post-critique, donc je veux dire après la crise, pareil d'une durée variable, où on va avoir le coma, le relâchement de l'ensemble des muscles qui étaient précédemment contractés, donc notamment les muscles qui servent à retenir les urines ou à retenir les selles. Donc on peut avoir classiquement des pertes d'urine, pertes de selles. Et puis la décharge adrénergique qu'il y a eu pendant la crise va mener après, avec cette hypersécrétion bronchique, à une espèce d'hypersalivation et vous voyez, de bave qui va envahir la bouche, un peu mousseuse. C'est pas très sexy ce que je vous raconte, j'en conviens. L'absence, c'est un concept qu'il faut avoir bien en tête aussi, parce que c'est assez courant. Et qui est mal connu et mal compris. La crise d'épilepsie absence, c'est une crise généralisée, donc il y a beaucoup de neurones qui déchargent à ce moment-là, mais qui n'impliquent pas de mouvement moteur. Donc on va avoir une expression différente, très clairement, qui va moins consommer d'énergie. Il ne va pas y avoir toute cette phase d'hypersécrétion bronchique, de décharge adrénergique, de tachycardie, d'hypertension, etc. Mais par contre, on va avoir la suspension de conscience et de contact qui va être brutale et qui va s'arrêter de manière tout aussi brutale. C'est courant et ça touche... Enfin, ça commence souvent dans l'enfance, la petite enfance, au primaire, choses comme ça. Et volontiers, on prend ces enfants pour des enfants qui sont dans la lune, qui captent pas trop ce qu'on leur raconte, qui sont ouais c'est ça, dans la lune. Alors c'est drôle dans la lune puisque il y a cette déesse Sélène encore là qui revient, mais c'est des enfants qui évidemment ont parfois des troubles de la conscience, ils n'entendent plus rien, ils sont plus connectés au monde extérieur et ça peut survenir plusieurs dizaines de fois dans la journée, voire plusieurs dizaines de fois par heure.
lorsque c'est sévère. Donc on imagine bien que l'enfant qui subit ces crises-là peut être pris à tort pour un enfant distrait et que lui ne comprenne plus rien et une chute dans ses résultats scolaires, etc. etc. Donc ça c'est un élément... Alors les instituteurs en général sont au courant de ce genre de choses et peuvent réagir, hein. Enfin en tout cas peuvent repérer ce genre de choses possibles. Mais croyez-moi, il y en a encore beaucoup qui passent à la trappe et des enfants qui se font engueuler en plus parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, ils décrochent au niveau scolaire. On les secoue volontiers, mais ils sont pourtant épileptiques. Donc méfiance avec ça, se poser toujours la question, être un petit peu critique sur ce genre d'enfant. Et lorsqu'on fait un électroencéphalogramme, on se rend compte que lors des absences, il y a une décharge électrique bilatérale et synchrone de pointe onde. Alors ça, c'est juste un graphoélément qu'on retrouve sur l'électroencéphalogramme, peu importe ce à quoi ça correspond. Mais c'est une description qui est tellement classique que je vous la donne, hein. C'est la décharge de pointe onde à 3 Hz, donc qui signe le type d'épilepsie absence. Les crises partielles, je vous mets cette diapositive-là, avec un cerveau et puis plein de choses tout autour, pour vous dire qu'il n'y a pas d'archétype de la crise partielle. Quel que soit l'endroit, enfin en fonction de l'endroit où elle va débuter, on va avoir des symptômes complètement différents. Dans l'aire visuelle primaire, l'aire 17 de Brodmann, on va avoir des hallucinations visuelles. Dans l'aire auditive primaire, alors je sais pas si... Oui, si elle est là, la 42, on va avoir des hallucinations auditives. Dans le cortex moteur, on va avoir des mouvements. Dans le cortex sensitif, on va avoir des sensations, des picotements ou des douleurs, pourquoi pas. Voilà, on va avoir ce genre de choses en fonction de l'endroit du cerveau dans lequel la crise va apparaître. Donc ça, c'est important de faire cette différence. J'ai pas d'archétype à vous donner, puisque quel que soit l'endroit du cerveau où la crise va arriver, elle aura une sémiologie complètement différente de celle d'à côté. Il y a tout de même, alors ça je vous demande pas de le retenir, mais c'est pour information, il y a tout de même certains types de crises d'épilepsie qui sont reconnus parce qu'on les retrouve assez souvent, notamment celle que je mets en numéro 1, là, la crise somatomotrice Bravais-Jacksonienne, donc jacksonienne de Jackson, hein, parce que c'est lui qui l'a décrit avec Bravais, qui suit l'homonculus moteur. Donc on a des clonies du membre supérieur qui commencent à la main et qui vont remonter le long du bras, du visage, pour parfois même se généraliser, mais ça suit l'homonculus moteur. C'est pour ça là que je le remets. Alors non, ça c'est un sensitif. Voilà, l'homonculus moteur, il est là. Donc vous voyez, la crise Bravais-Jacksonienne, elle prend son point de départ ici, et puis elle va passer par là, et en même temps de l'autre côté, elle va se propager vers le visage. Donc on a cette marche-là qui est classique, qui est décrite de marche Bravais-Jacksonienne. Et puis sur la crise somato-sensitive, selon l'homonculus sensitif, peut y avoir un peu les mêmes marches. Sémiologie un petit peu particulière, c'était celle dont je vous parlais, la crise auditive. Alors lorsqu'on est sur un cortex auditif primaire, rappelez-vous ce que je vous ai dit lorsqu'on a vu les hémisphères cérébraux, c'est l'analyse de première intention qui se passe dans le cortex auditif primaire. Donc vous n'allez pas avoir des hallucinations complexes type des mots ou de la musique ou je ne sais quoi, mais plutôt des sons élémentaires, hein. Typiquement ce qui nous dit c'est un coup de tonnerre ou une sonnette, une sonnerie, un dring ou un applaudissement, enfin ce genre de choses. C'est ça qui va être entendu enfin,
vont avoir la sensation d'entendre ça par un patient qui a une crise d'épilepsie dans le cortex auditif primaire. C'est pareil pour le visuel. On a des hallucinations élémentaires, donc à type de cercles colorés ou de lignes colorées, mais pas des, euh, des hallucinations construites. Vous n'allez pas voir un paysage montagneux avec le yak qui se balade dedans. Non, c'est beaucoup plus simple comme hallucination. Y en a d'autres. Alors là, je vous ai mis un petit peu en vrac macropsie, micropsie, téléopsie et otoscopie. Regardez les définitions. Par exemple, la macropsie, c'est le fait de voir beaucoup plus gros que ça n'est. Les otoscopies, c'est le fait de se voir soi sortir de son corps, enfin de se voir soi comme dans un miroir, ce genre de choses. Et puis pourquoi pas d'autres régions, crise gustative, olfactive, etc., etc. Et puis les crises partielles peuvent être ou focales peuvent être séparées également en deux autres types, les crises dites simples et les crises dites complexes. Alors c'est juste une définition, c'est pas très important, mais dans les crises simples, il n'y a pas de modification de la conscience, le patient garde une conscience intacte, tandis que dans les crises partielles complexes, il y a une altération de la conscience qui peut être soit immédiatement après le début de la crise, soit secondairement un petit peu plus tard pendant le déroulement de la crise. Bon, c'est une définition, vous l'avez entendu, ça suffit. Maintenant, un autre point, mais qui pour le coup est plus important, c'est pourquoi est-on épileptique? Quelles sont les étiologies des épilepsies? Eh ben, en gros, il y en a deux grands types. L'épileptique qui l'est parce qu'il y a une lésion quelque part dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle l'épilepsie symptomatique. La lésion, elle peut être due à plein de choses. On peut être épileptique après avoir fait un traumatisme crânien. Hippocrate, etc. l'avait bien vu. On peut être épileptique après avoir fait un AVC. On peut être épileptique parce que on a une tumeur dans le cerveau, parce que on a rompu un anévrisme, parce que on a un abcès dans le cerveau, etc., etc. En tout cas, il y a une lésion. Il y a un endroit dans le cerveau qui a souffert ou qui souffre. Ça peut être une cicatrice aussi d'une lésion. Et puis, alors c'est la plupart des épilepsies sont symptomatiques, sont dues à quelque chose. Et donc, lorsqu'on a une lésion quelque part dans le cerveau, vous imaginez bien que l'épilepsie qui va en découler sera une épilepsie focale. Peut-être secondairement généralisée, mais en tout cas avec un point de départ focal. Quand il y a eu un hématome dans le cerveau suite à un traumatisme crânien, c'est un endroit particulier du cerveau qui a souffert, et c'est de là que va partir la crise d'épilepsie. L'autre grande étiologie, c'est une étiologie fonctionnelle. Là, il n'y a pas de lésion dans le cerveau. Le cerveau est intact, mais par contre, il y a une anomalie dans l'excitabilité neuronale. Je vous avais parlé tout à l'heure de système excitateur, système inhibiteur. Et bien là, en raison d'une anomalie génétiquement déterminée, on va avoir une tendance à avoir un cerveau un peu plus excitable que les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épilepsie idiopathique, parce qu'il n'y a pas de lésion. C'est ça ce que veut dire le terme, il n'y a pas de lésion qu'on reconnaît, mais par contre, les neurones sont un peu plus excitables. Voilà, on n'est pas tous foutus pareil, on va dire. Chez ces épileptiques-là, il y a une hyper-excitabilité neuronale, donc il y a un seuil de déclenchement du potentiel d'action qui est plus bas, tout simplement. Et ça, c'est dû à un ensemble de gènes, il n'y a pas un gène en particulier, mais à un ensemble de gènes qui fait que c'est sorti comme ça. Bon, et ensuite, c'est ce que je vous dis, les lésions peuvent être acquises, AVC, tumeur, etc., ou congénitales. Donc congénitales, je fais la différence entre anomalie génétiquement déterminée de l'excitabilité neuronale et lésion congénitale, parce qu'on peut naître avec une lésion dans le cerveau, qui peut être par exemple une dysplasie, donc c'est un tissu cérébral qui n'a pas tout à fait bien évolué pendant l'embryogénèse et jusqu'à la naissance, ou une malformation. Voilà, il peut y avoir des malformations. MAV, c'est malformation
artério-veineuse, mais c'est pas une épilepsie génétiquement déterminée de l'excitabilité neuronale. C'est quelque chose qui est survenu pendant l'embryogénèse et la phétogénèse qui a posé problème, et il y a une lésion congénitale donc qui est déjà présente à la naissance. Donc ces deux grandes étiologies-là sont à bien comprendre, parce que ça nous donne les deux types d'épilepsie, et ça nous donne également plein d'informations sur ce que vont être les crises de tel ou tel patient, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, crise d'épilepsie n'est pas synonyme d'épilepsie, qui est une condition durable. Et puis là, je vous donne quelques exemples d'anomalies autres qui peuvent provoquer des crises d'épilepsie, notamment chez les petits, chez les nourrissons, la fièvre. Avoir une gastro et une fièvre qui monte vite peut provoquer des crises d'épilepsie chez les nourrissons qui ont encore un cerveau qui n'est pas tout à fait mature et qui n'est pas capable de gérer toutes les interleukines, toutes les cytokines inflammatoires qui circulent dans le sang pendant une infection, pendant une fièvre. Et donc le système excitateur va prendre le dessus à ce moment-là, et on va avoir des crises d'épilepsie qui peuvent arriver. Alors ça n'arrive pas chez tous les nourrissons qui ont de la fièvre, hein, loin de là, mais c'est quelque chose qui arrive, et ces nourrissons-là ne sont pas épileptiques, ils font ce qu'on appelle des crises hyperthermiques. Donc il y en a d'autres, je vous parlais des troubles ioniques, donc l'hyponatrémie c'est un grand classique, mais les troubles du calcium peuvent faire aussi des crises d'épilepsie, l'alcool, l'intoxication aiguë, mais aussi le sevrage, les méningites, etc., etc. Tout ça peut provoquer des crises d'épilepsie sans que l'on soit épileptique. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire à ce niveau-là. Voilà, donc je vous avais dit c'était relativement court et relativement simple. J'espère qu'il n'y a pas eu de grand mystère là-dedans. Il y a à retenir en gros la classification entre crise généralisée et crise focale. De connaître un petit peu les tenants et aboutissants des deux types d'épilepsie, le côté génétiquement déterminé et le côté lésion, alors lésion acquise ou congénitale. Ça c'est des choses qui sont assez simples, hein, mais je pense que vous avez de la place dans votre mémoire pour retenir ça. De toute façon, si vous avez compris, ça va pas être difficile de le retenir. Et voilà. Bah écoutez, je vous remercie, et puis à très bientôt pour la prochaine présentation. Merci.